J'ai suffisamment observé la vie pour comprendre une chose. Les personnes qui nous changent n'arrivent pas en grande pompe, Mom. Elles arrivent discrètement, par une lettre, une poignée de main, une porte que nous n'étions pas sûrs de vouloir ouvrir. Ceux qui restent ne sont pas ceux qui ont le plus promis. Ils étaient là quand ça comptait. Cette histoire est celle d'un homme qui croyait n'avoir besoin de personne. La diligence avait 3 heures de retard. Silas Cade se tenait devant la gare de Copper Creek, le dos appuyé contre un poteau en bois, observant la route vide. Ses doigts avaient usé la photographie, la rendant douce. Le visage de la femme s'effaçait en nuances de gris. Le vent transperçait son manteau. En octobre, dans le Montana, l'hiver était tout proche. À l'intérieur de la gare, des rires, une odeur de tabac. Il n'entra pas, puis de la poussière à l'horizon. Le grincement des roues. Sa main se referma sur la photographie. La diligence arriva. La porte s'ouvrit brusquement. Une femme en descendit. Une seule valise cabossée, de la boue sur son ourlet. Des yeux qui le trouvèrent et ne le lâchèrent plus. Elle ne sourit pas. Lui non plus. Si cette histoire vous touche ce soir, j'adorerais savoir d'où vous l'écoutez. Et si vous avez apprécié ces récits sans vous abonner, j'espère que vous y songerez. Cela compte plus que vous ne l'imaginez. 2 heures de piste. Les cuisses de Clara lui faisaient mal à force de serrer les flancs du cheval. Ses bras étaient raides de tenir la bougie derrière Silas sans le toucher. Le vent charriait une odeur de pain et de neige à venir. Il n'avait pas dit un mot depuis la gare. La cabane apparut alors que le soleil tombait derrière la crête. Des rondins usés par le temps. Une cheminée noircie par la fumée. Une seule fenêtre captait la dernière lueur orangée. Pas de jardin, pas de rideau, aucun signe qu'une femme ait jamais mis les pieds ici. Salas descendit de cheval, l'attacha et souleva ses valises sans la regarder. Elle le suivit à l'intérieur. La porte racla le sol. Une seule pièce. Un poêle en fonte, froid et trapu dans un coin. Une table avec 2 chaises, des étagères garnies de boîtes de conserve et de bocaux. Tout était rangé avec une précision qui ressemblait moins à de l'ordre qu'à une forme de défense. Votre chambre est par là. Il désigna une porte étroite. Je dors dans la mezzanine. Clara hocha la tête, ses doigts se trouvant le fermoir de sa valise. Vous vous occupez de la cuisine et de la maison. Je m'occupe de tout ce qui est à l'extérieur. Il était déjà accroupi près du poêle, glissant du petit bois dans son ventre. Nous n'avons pas besoin de parler de nos vies d'avant. Le feu prit. La lumière grimpa le long des murs. Elle ouvrit sa valise et en sortit la nappe. Du lin blanc brodé de marguerite jaune, les bords effilochés par des années de lavage. Les mains de sa mère avaient cousu ses fleurs. Elle l'étala sur la table en pain brut. Silas se leva. Son regard se posa sur le tissu. Quelque chose bougea dans sa mâchoire, un muscle qui se contracta puis se relâcha. Il ne dit rien. Elle non plus. Le souper se composa de haricots et de pain dur. Ils mangèrent l'un en face de l'autre. La nappe entre eux était comme une question, et aucun des deux ne savait comment la poser. Quand il eut fini, il se leva, rinça son assiette dans le seau près de la porte, et monta à l'échelle vers la mezzanine sans un mot. Clara resta seule. Le feu crépita, le vent pressait contre la vitre de la fenêtre. Plus tard, dans son lit étroit, elle sortit du papier et de l'encre de sa valise. La lettre à sa sœur en Ohio vint facilement. Son écriture était régulière. Chaque lettre était formée avec le soin de quelqu'un habitué à la précision. De la mezzanine au-dessus, elle l'entendit bouger, puis s'arrêter. Elle continua d'écrire. Elle ne savait pas qu'il l'observait à travers un trou dans le plancher, étudiant sa main qui glissait sur la page, stable, experte. Trop parfaite pour une simple veuve. 2 semaines passèrent, suivant un rythme que Clara apprit sans qu'on le lui enseigne. Elle se levait avant l'aube, quand le givre couvrait l'intérieur de la vitre. Elle s'habillait vite dans le froid. D'abord les bas de laine, puis la jupe épaisse, puis le châle enroulé 2 fois autour de ses épaules. Le poêle était toujours sa première tâche. Du petit bois, des bûches plus petites, puis les plus grosses une fois le feu pris. Au moment où Silas descendait de la mezzanine, la cabane se réchauffait et le café était prêt. Il ne disait jamais merci. Mais il ne partait jamais sans avoir bu une tasse entière. Elle apprit aussi d'autres choses, la façon dont il accrochait son manteau au même porte-manteau chaque soir. Celui de gauche, jamais celui de droite. La façon dont il vérifiait le loquet de la porte 2 fois avant de s'asseoir pour manger. La façon dont ses mains bougeaient quand il ne réfléchissait pas. Cherchant toujours quelque chose à faire, à réparer,
à tenir. Elle apprit quand parler et quand se taire. Surtout se taire. Les jours prirent une forme. Il sortait avant le lever du jour et revenait quand le soleil touchait la crête. Elle cuisinait, nettoyait, raccommodait et entretenait le feu. Ils mangeaient ensemble à la table, avec la nappe de sa mère étendue entre eux. Le silence était lourd, mais pas hostile. De petites choses. Elle remarquait de petites choses. Il ne commençait jamais à manger avant qu'elle ne soit assise. Elle l'avait testé une fois, en restant près du poêle plus longtemps que nécessaire, remuant la marmite qui n'en avait pas besoin. Il avait attendu, la fourchette à la main, l'assiette pleine. Il attendait. Quand elle s'assit enfin, il prit sa fourchette et mangea sans un mot. Elle n'en parla pas. La première vraie neige tomba début novembre. Clara la regarda par la fenêtre toute la matinée. Des flocons épais tombaient régulièrement, couvrant le sol, le tas de bois, le chemin vers les latrines. À midi, le monde était devenu blanc. En milieu d'après-midi, le vent se leva et les flocons tombaient de côté, durs comme du sable. Silas était parti à l'aube pour vérifier la clôture. C'était il y a 8 heures. Elle entretenait le feu, balayait le sol qui n'en avait pas besoin, raccommodait d'une déchirure dans sa robe de rechange, celle en calicot qu'elle avait apportée de l'Ohio. Elle moulait les grains de café dans le moulin à main, la manivelle grinçant à chaque tour. La lumière baissa tôt. Elle alluma la lampe à huile, réchauffa l'eau, la laissa refroidir, puis la réchauffa de nouveau. L'horloge sur l'étagère, une petite chose en laiton qu'elle avait trouvée dans un tiroir et remontée sans demander, indiquait 5 heures, puis 6 heures, puis 6 heures et demie. Le vent hurlait contre les murs. Clara se tenait à la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir, juste du blanc. La neige tombait si drue qu'elle effaçait tout au-delà du porche. Elle pensa au sentier, à la façon dont il se rétrécissait près de la crête, là où les rochers dépassaient, et où un homme pouvait perdre pied s'il ne voyait rien. Elle pensa au froid. Comment il pouvait abattre un corps petit à petit? D'abord les doigts, puis les pieds, puis les pailles qui deviennent l'antésomatage. Elle mit une autre bûche sur le feu, réchauffa l'eau une troisième fois. À 7 heures, la porte s'ouvrit. Silas entra dans une rafale de vent et de neige. Ses épaules en étaient blanches, sa barbe couverte de glace. Il se tint sur le seuil, respirant fort, puis referma la porte contre la tempête. Les mains de Clara étaient pressées à plat contre son tablier. Il retira ses gants, ses doigts étaient rouges, raides. Il regarda le poêle, puis la bouilloire, toujours posée là, de la vapeur s'échappant de son bec. Vous n'aviez pas à m'attendre. Je n'attendais pas. Sa voix sortit plus stable que prévu. Simplement pas sommeil. Il traversa la pièce jusqu'au poêle. C'est là qu'elle le vit, le léger boitement dans sa démarche, la façon dont son épaule droite tombait plus bas que la gauche. Il souffrait. Il souffrait peut-être depuis plus longtemps que ce soir. Elle versa de l'eau chaude dans une tasse en étain. Elle ajouta le café qu'elle avait moulu cet après-midi. Elle la lui tendit. Il la prit. Ses doigts effleurèrent les siens et ils s'immobilisèrent tous les deux. La tasse était chaude. Elle l'avait gardée au chaud 3 fois. Silas la regarda vraiment, pour la première fois depuis la gare. Ses yeux étaient sombres, illisibles, mais quelque chose en eux bougea. Une fissure à la surface, fine comme un cheveu. Il but longuement et lentement, laissant la chaleur l'envahir. « Le café est bon, dit-il. Il est sur le poêle depuis un moment. »« Je sais. » Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, le feu crépitait et il s'assit à la table. Elle apporta le ragoût qu'elle avait gardé au chaud, en versa une louche dans un bol, le posa devant lui, se prépara sa propre assiette et s'assit en face. La nappe était étendue entre eux comme chaque soir. Ils mangèrent en silence, mais c'était différent maintenant. Le silence avait des arêtes avant, des arêtes vives. Ce soir, il ressemblait plus à un espace pour respirer. Quand il eut fini, Silas ne se leva pas tout de suite. Il resta assis, tournant la tasse vide dans ses mains, regardant le feu à travers la petite fenêtre du poêle. « Demain, dit-il, j'apporterai plus de bois. Je l'empilerai près de la porte pour que vous n'ayez pas à aller jusqu'à la remise. » Clara leva les yeux. « Vous n'étiez pas obligé, je sais. » Un autre silence, mais celui-ci contenait quelque chose. Il se leva, rinça sa tasse et son bol, les posa sur l'étagère, puis s'arrêta au pied de l'échelle. « Le café,
dit-il sans vraiment la regarder. Demain matin, vous en ferez, j'en fais toujours. Je sais. Il posa la main sur le barreau de l'échelle. C'est juste que je l'attendrai avant de sortir. Elle hocha la tête. Elle n'avait pas confiance en sa voix. Il monta. La mezzanine craqua sous son poids. Clara resta seule à la table. Le feu se consumait doucement. Elle devrait aller se coucher, arrêter de chercher un sens dans de petites choses. Du café, du bois près de la porte, un homme qui dit qu'il attendra. Mais elle ne bougea pas, pas encore. Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, quelque chose avait changé cette nuit-là. Elle fut réveillée par un bruit venant de la mezzanine. Pas des bruits de pas, pas le craquement des planches, autre chose. Une voix basse, brisée, prononçant un nom. Clara resta immobile dans son lit étroit, fixant le plafond. La voix revint rauque à vif. Le son d'un homme pris dans un rêve auquel il ne pouvait échapper. Eliza. Le nom flotta dans l'obscurité. Un nom de femme prononcé comme une blessure béante. Puis le silence. Le vent. Le tassement des bûches dans le poêle. Clara ne bougea pas, ne respira pas. Elle resta là jusqu'à ce que la lumière grise de l'aube se glisse par la fenêtre, pensant à ce nom, à la cabane vide à son arrivée, à la précision de chaque chose à sa place, à la façon dont il avait regardé la nappe de sa mère le premier soir, comme s'il avait vu un fantôme. Le matin, elle ne demanda rien. Elle se leva avant l'aube, comme toujours, alluma le feu, moulut le café, laissa 2 tasses sur la table. Quand Silas descendit, son visage était tiré, ses yeux cernés. Il s'assit sans parler. Clara versa son café, puis versa une 2e tasse et la posa à côté de son assiette. Il la regarda, puis la regarda elle. « Je me suis dit que vous en voudriez peut-être plus ce matin, dit-elle. La nuit a été froide. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas de la suspicion, autre chose. Il entoura la première tasse de ses 2 mains et but. Aucun d'eux ne mentionna le nom. Mais ce soir-là, quand Clara alla à la remise à bois, elle découvrit que les lourdes bûches avaient été déplacées, réempilées. Les plus grosses se trouvaient maintenant à hauteur de poitrine, faciles à saisir sans se pencher, sans forcer. Elle resta là dans le froid, son souffle formant un nuage blanc, et fixa les rangées bien nettes. Il n'avait rien dit, n'avait pas demandé si elle avait besoin d'aide. Il l'avait simplement fait. Elle rapporta une brassée de bois dans la cabane, l'esprit en ébullition. L'empilement, le café, la façon dont il attendait qu'elle s'assoie avant de manger. De petites choses, des choses qu'une personne faisait sans y penser, ou des choses qu'une personne faisait parce qu'elle y pensait trop et ne savait pas comment le dire. Ce soir-là, après le souper, Clara sortit son papier et son encre. La lettre à sa sœur était à moitié terminée, dans le tiroir depuis une semaine maintenant. Elle écrivit à la lueur de la lampe, sa main se déplaçant avec les mêmes traits réguliers, précis, exercés, l'écriture de quelqu'un formé aux documents et aux dossiers juridiques. De la mezzanine, aucun son, mais elle pouvait le sentir là-haut, éveillé, écoutant. Elle se demanda ce qu'il avait vu, ce qu'il avait deviné, et elle se demanda, pour la première fois, si elle n'était pas la seule à garder des secrets dans cette cabane. Novembre s'installa dans les montagnes comme quelque chose qui avait l'intention de rester. Clara apprenait maintenant à lire le temps, la façon dont les nuages s'amassaient le long de la crête avant une tempête, la qualité particulière de la lumière qui annonçait de la neige pour la nuit. Elle apprit à lire d'autres choses aussi, des choses qui ne s'annonçaient pas. Silas bougeait différemment les matins froids. Elle le remarqua d'abord au petit déjeuner, à la façon dont il attrapait son café de la main gauche au lieu de la droite. Puis à la porte, la légère hésitation avant d'enfiler son manteau, sa mâchoire se crispant, alors qu'il passait son bras dans la manche. Elle ne posa pas de questions. Il n'aurait pas répondu, mais elle observait. La cabane avait maintenant ses propres rythmes. Elle se levait avant l'aube, allumait le feu, moulait le café. Ils descendaient quand la première lueur grise touchait la fenêtre. Ils mangeaient ensemble, des biscuits et du bacon, des œufs quand les poules pondaient. Le silence entre eux s'était adouci en quelque chose de presque confortable. Presque. Un matin, elle le regarda traverser vers la remise à bois par la fenêtre couverte de givre, son épaule droite s'affaissant à chaque pas. Quand il se pencha pour soulever une bûche, tout son corps se déplaça, compensant, évitant. Elle retourna à sa vaisselle. Cet après-midi-là,
Pendant qu'il vérifiait la clôture, Clara alla à la remise. Le bois était empilé comme il l'avait laissé. De lourds rondins entassés là où ils étaient tombés, certains en hauteur, d'autres en bas, sans aucun ordre. Elle resta là dans le froid, étudiant le désordre, son souffle formant un nuage blanc. Puis elle commença à déplacer des choses. Cela lui prit près de 2 heures. Les pièces les plus lourdes furent placées à hauteur de poitrine, là où une personne pouvait les faire glisser sans se tendre ou se pencher. Les bûches moyennes en dessous. Le petit bois dans un panier près de la porte. Son dos lui faisait mal quand elle eut fini. Ses doigts étaient à vif, des échardes sous la peau. Elle se lava les mains dans le seau à l'intérieur, regardant l'eau devenir grise de sueur. Elle n'en parla pas au souper. Silas rentra alors que la lumière baissait, la neige poudrant ses épaules. Il accrocha son manteau au porte-manteau de gauche, s'assit devant le ragoût qu'elle avait préparé. Ils mangèrent dans le silence habituel. Après qu'il fut sorti chercher du bois pour la nuit, Clara garda les yeux sur son ouvrage, raccommodant une de ses chemises, la manche déchirée à la couture. L'aiguille traversait le tissu pendant qu'elle écoutait. Il s'était arrêté. Elle le devina au silence qui venait de la remise. Pas de bruit de pas, pas de bûches empilées. Quand il revint, les bras chargés de bois, il ne la regarda pas. Il alimenta le feu, arrangea les bûches dans le poêle avec la même précision minutieuse qu'il apportait à tout. Puis il se redressa. « Vous avez déplacé le tas de bois. » C'était en désordre. C'était très bien. Eh bien, elle tira le fil, le coupa avec ses dents. Maintenant, c'est mieux. Une longue pause. Elle sentit ses yeux sur elle, mais ne leva pas les siens. « Je suppose que oui, » dit-il finalement. Il s'assit près du feu avec un morceau de bois et son couteau. Le bruit de raclement emplit la cabane, rythmé, régulier, presque paisible. Clara termina la chemise, commença un bas usé au talon. Le silence entre eux persista, mais il était différent maintenant. Plus tard, quand elle se leva pour couvrir le feu, sa chaise vacilla sous elle. Le même vacillement qu'elle avait depuis son arrivée, un pied plus court que les autres. Elle s'y était habituée. Le matin, le vacillement avait disparu. Elle s'assit pour le petit déjeuner et sentit la chaise tenir bon, solide. Elle passa la main sous le siège et sentit du bois fraîchement coupé, là où il avait ajusté une pièce pour mettre le pied à niveau. Silas mangeait déjà, les yeux sur son assiette. « La chaise est réparée, dit-elle. Elle était bancale. C'était très bien. Il ne leva pas les yeux. Eh bien, maintenant, c'est mieux. » Quelque chose se noua dans sa gorge. Elle l'avala, attrapa son café. Ils mangèrent en silence. Les jours raccourcirent. Le froid s'intensifia. Clara se surprit à marquer le temps non pas par le calendrier, mais par de plus petites choses. La façon dont Silas avait commencé à attendre qu'elle se serve son propre café avant de boire le sien. La façon dont il rentrait le seau d'eau chaque soir pour qu'elle n'ait pas à le transporter dans le froid du matin. Un soir, alors que le feu se consumait doucement et que le vent pressait contre les murs, elle posa la question qu'elle portait en elle. « Cette terre, depuis combien de temps l'avez-vous? » Le couteau s'arrêta sur le bois qu'il sculptait. 12 ans, des économies, tout ce que j'avais d'avant. Clara laissa les mots en suspens. 12 ans, tout ce que j'avais d'avant. Elle connaissait les vies d'avant. Elle avait ses propres choses échangées, laissées derrière, enterrées en Ohio. C'est long, dit-elle. D'être ici seule. Il ne répondit pas tout de suite. Le couteau reprit son travail, faisant tomber de fines lamelles de bois sur le sol. Assez long, dit-il finalement. Elle retourna à sa couture. Le feu crépita. Dehors, un hibou ulula quelque part dans le noir. « Nous aurons besoin de plus de farine avant la fin du mois, dit-elle. Et de sel. Le baril se vide. Je descendrai la semaine prochaine si le temps me le permet. Nous. Elle avait dit nous sans y penser, et il avait répondu de la même façon. Il n'avait pas dit je. Il avait parlé de leurs provisions, de leurs besoins. Elle ne le fit pas remarquer. Lui non plus. Mais quelque chose avait changé, comme la glace qui commence à se fissurer sur une rivière gelée. Pas encore de rupture. Juste les premières lignes fines qui s'étendent à la surface. Le lendemain matin, Silas était levé avant elle. Elle le trouva près du poêle quand elle sortit, luttant avec la cafetière d'une seule main. Son bras droit pendait à son côté, l'épaule visiblement plus douloureuse aujourd'hui. « Je peux le faire, dit-elle. J'y arrive. »« Non, vous ne pouvez pas. »
Elle traversa la pièce et prit la cafetière de sa main. Il la laissa faire. C'était ça, le plus important. Il la laissa faire. Elle prépara le café pendant qu'il était assis à la table, la mâchoire serrée, les yeux sur la fenêtre. La première lumière touchait juste la crête, colorant la neige de rose et d'or. Il y a du liniment dans ma valise, dit-elle. Du camphre et de l'huile de charbon, la recette de ma mère. Ça aide pour la raideur. Je vais bien, je sais. Elle versa sa tasse, la posa devant lui. Mais si vous en vouliez, il est là. Il ne répondit pas. Elle retourna au poêle, commença le bacon. Ce soir-là, quand elle rentra des latrines, la bouteille de liniment était sur la table, ouverte, à moitié vide. Elle la remit dans sa valise sans un mot. Certaines choses n'avaient pas besoin de mots. Les jours passèrent. Novembre laissa place à décembre. La neige s'accumula et le monde extérieur à la cabane se réduisit à un silence blanc, rompu seulement par le vent et le cri occasionnel d'un oiseau d'hiver. Ils tombèrent dans des habitudes. Elle cuisinait, ils coupaient du bois, et s'elle raccommodait, ils sculptaient. Ils mangeaient ensemble, s'asseyaient ensemble près du feu le soir, et le silence entre eux devint plus chaud, plus plein, une chose avec du poids et de la texture. Un soir, il parla sans lever les yeux de sa sculpture. Les lettres que vous écrivez, où vont-elles? L'aiguille de Clara s'arrêta. En Ohio, à ma sœur. Cette écriture. Il tailla une autre boucle de bois. Où avez-vous appris à écrire comme ça? La question flotta entre eux. Elle le sentait attendre. Sans exiger, juste attendre. Je travaillais dans un bureau, dit-elle prudemment. Avant de me marier, je copiais des documents, classais des papiers. Quel genre de bureau? Elle croisa son regard, le soutint. Un cabinet d'avocats à Columbus, pendant 5 ans, avant que mon mari ne décide qu'il n'était pas convenable pour une femme de travailler. Quelque chose traversa son visage. Pas de la surprise, exactement. Plutôt une pièce qui se met en place. Vous n'en avez jamais parlé. Vous n'avez jamais demandé. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête une fois et retourna à sa sculpture. Mais la question resta en suspens entre eux, sans réponse. Quoi d'autre n'avait-il pas demandé? Et quoi d'autre ne lui avait-elle pas dit? 3 jours avant Noël, Clara trouva la boîte. Elle balayait sous l'échelle menant à la mezzanine, un coin qu'elle avait évité jusqu'à présent, l'espace trop proche de son territoire privé. Mais la poussière s'accumule là où elle s'accumule, et elle était à court d'excuses. Le balai buta sur quelque chose. Une boîte en bois, pas plus grande qu'une miche de pain, nichée contre le mur où l'échelle touchait le sol. Du pain simple, noirci par le temps. Pas de serrure, pas de marque. Elle aurait dû la laisser. Ses mains soulevèrent quand même le couvercle. À l'intérieur, une photographie dans un cadre en laiton, le verre fissuré dans un coin. Le visage d'une femme jeune et sérieuse, les cheveux séparés au milieu. Jolie à la manière de quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est jolie. À côté, une bague en or, fine, usée, du genre qu'un homme achète quand il n'a pas grand-chose mais veut tout donner. Et en dessous, une lettre. Le papier avait jauni. L'encre s'était estompée en brun, pliée tant de fois que les plis s'étaient usés. Clara ne lut pas la lettre. Elle referma le couvercle, repoussa la boîte où elle l'avait trouvée et finit de balayer. Ce soir-là, Silas rentra plus tard que d'habitude. Il mangea rapidement, les yeux sur son assiette, et monta à la mezzanine avant que le feu ne se soit consumé. Le lendemain, pareil, et le jour suivant. Il savait. Elle le voyait dans la posture de ses épaules, la façon dont il orientait son corps loin d'elle quand ils se croisaient dans le petit espace de la cabane. Pas en colère. Elle avait appris à connaître sa colère, la crispation autour de sa bouche, les mots secs. C'était différent. Une porte qui se ferme, une retraite dans l'endroit où il vivait avant son arrivée. Clara n'insista pas. Elle fit du café, elle prépara les repas, elle raccommoda, nettoya et entretint le feu. Elle lui donna l'espace dont une créature blessée a besoin. Le même espace qu'elle aurait voulu si quelqu'un était tombé sur ses propres secrets enfouis. La 3e nuit, le silence se brisa. Elle était assise près du feu, passant une aiguille dans une déchirure de sa lourde chemise en laine, celle qu'il portait les jours les plus froids, celle qui sentait la sève de pin et les bois. Il était assis en face d'elle, une pierre à aiguiser dans une main, son couteau de chasse dans l'autre. Le bruit de raclement emplit la cabane, régulier et rythmé. Puis il s'arrêta. Son nom était Eliza. L'aiguille de Clara s'arrêta.
Elle ne leva pas les yeux. Février 70. Sa voix sortit, plate, les mots tombant comme des pierres dans une eau calme. Hiver rude, pire que celui-ci. Elle est tombée malade. Fièvre, une toux qui ne passait pas. Je suis descendu dans la vallée chercher des médicaments. Le feu crépita. Le vent pressait contre la vitre de la fenêtre. Une tempête a éclaté pendant que j'étais là-bas. 3 jours avant que je puisse remonter le sentier. La pierre à égouser resta oubliée dans sa paume. Quand je suis arrivé ici, elle était... Il s'arrêta et le couteau glissa de ses doigts, tomba sur le sol avec un bruit sec. Clara posa sa couture. Elle ne parla pas, ne tendit pas la main vers lui. Elle resta simplement assise, les mains jointes sur ses genoux, et attendit. 12 ans, il fixait le feu maintenant, son visage à moitié dans l'ombre. 12 ans que je suis ici. Je me suis dit que si je ne laissais personne entrer, je ne pourrais plus perdre personne. Les mots flottaient dans l'air. Clara les sentit s'installer dans sa poitrine, lourd et familier. Elle connaissait cette logique. Elle l'avait vécue d'une manière différente pour des raisons différentes. Mon mari ne me frappait pas. Elle le dit doucement, sans le regarder. Ses yeux restèrent sur le feu, sur la façon dont les flammes bougeaient et changeaient. Il ne criait pas, ne buvait pas, allait à l'église tous les dimanches, serrait la main du pasteur, saluait les dames de son chapeau. Elle fit une pause. Il ne me voyait tout simplement pas. J'ai vécu 5 ans dans cette maison. Et il regardait à travers moi comme si j'étais en verre. Le feu crépita. Une bûche se déplaça, projetant des étincelles. Quand il est mort de la fièvre, comme votre Élisa, je n'ai pas pleuré. Sa voix resta stable, factuelle. Je me suis assise près de son lit et je l'ai regardé partir et je n'ai rien ressenti. Je me sentais juste vide, comme si j'avais été vide si longtemps que j'avais oublié qu'il devait y avoir quelque chose là. Elle reprit sa couture. L'aiguille traversa le tissu encore et encore. C'est pourquoi j'ai répondu à votre annonce. Pas parce que j'avais besoin d'un toit, parce que je me suis dit que peut-être, quelque part assez loin, je pourrais réapprendre à être une personne. Quelqu'un qui prend de la place. Quelqu'un qu'on voit. Silas resta silencieux un long moment. Le feu brûlait. Le vent gémissait dehors. Je vous vois. Les mains de Clara s'immobilisèrent. La façon dont vous déplacez le bois pour que je n'aie pas à me pencher. La façon dont vous réchauffez le café 3 fois avant que je rentre. Il secoua la tête. J'ai essayé de ne pas se le faire, mais je vous vois. Elle leva les yeux, puis croisa son regard à travers l'espace éclairé par le feu. Il ne détourna pas les yeux. « Pourquoi avez-vous répondu à mon annonce ?» demanda-t-il. « La vérité. Pourquoi en avez-vous posté une ?» Un long silence. « Je me suis dit que j'avais besoin d'aide ici, dit-il finalement. Et je me suis dit que j'avais besoin d'un endroit. C'est tout. » Elle soutint son regard. « C'est tout ce que je suis prête à dire ce soir. » Quelque chose qui aurait pu être un sourire effleura son visage. « C'est juste. » Il se pencha, ramassa le couteau tombé, le glissa dans le fourreau à sa ceinture. « Du café demain matin, dit-il. Je l'attendrai avant de sortir. Vous attendez toujours. Je sais. » Il se dirigea vers l'échelle, posa la main sur le barreau. « Je le dis juste pour que vous sachiez que j'en ai l'intention. » Il monta à la mezzanine. Les barreaux craquèrent sous son poids. Clara resta seule près du feu, la couture oubliée sur ses genoux. Ses mains tremblaient. Pas de froid, pas de peur. D'autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié le nom. Elle pensa à la boîte sous l'échelle, à la photographie, à la bague, à la lettre. Tous les morceaux d'une vie qui s'était terminée il y a 12 ans. Gardée dans le noir, sortie seulement en rêve. Il ne lui avait pas demandé de la remplacer, ne lui avait pas demandé de combler l'espace qu'Eliza avait laissé. Il avait juste dit qu'il la voyait. Elle couvrit le feu, baissa la lampe et alla dans sa chambre. Le lit était froid, comme toujours. Mais ce soir, ça ne la dérangeait pas. Elle resta dans le noir, écoutant le vent, le craquement de la cabane qui se tassait, le silence de la mezzanine au-dessus. Demain, elle ferait du café. Il attendrait. Et peut-être que c'était là que ça commençait. Pas avec des déclarations ou des promesses, juste avec de petites choses, des choses ordinaires. Les actes discrets de 2 personnes apprenant à partager un espace. Elle était presque endormie quand elle l'entendit bouger dans la mezzanine.
Pas pour s'installer dans son lit. Il se levait. Des pas sur les planches, puis le craquement de l'échelle. Clara resta immobile, écoutant. Ses bottes touchèrent le sol, la porte s'ouvrit, laissant entrer une rafale d'air froid, puis se referma. Puis elle s'assit dans le noir. Par la fenêtre, elle pouvait voir sa silhouette se déplacer sur la neige vers la crête, vers la clôture qui l'avait inquiétée toute la semaine, celle où les poteaux avaient commencé à pencher. Il était plus de minuit. La température avait chuté à un niveau brutal, le genre de froid qui tue. Et Silas Cade marchait dehors, seul. Clara enfila ses bottes sans les lasser, attrapa son manteau sur le porte-manteau et courut. Le froid la frappa comme un mur. Elle haleta, l'air lui brûlant les poumons, et avança péniblement dans la neige. Ses traces menaient vers la crête, des trous sombres dans le blanc qui se remplissaient déjà de nouvelles poudreuses. Alors que le vent se levait, elle les suivit. Le sentier montait à travers les pins, et elle perdit de vue la cabane en quelques minutes. La lune était cachée derrière les nuages, et elle se déplaçait plus au toucher qu'à la vue, ses mains effleurant l'écorce rugueuse des arbres en passant. Elle le trouva à environ 400 mètres de la cabane. Il gisait au pied d'un affleurement rocheux, à moitié enseveli sous la neige et les pierres. La crête avait cédé. Elle pouvait voir la cicatrice brune et à vif où les rochers s'étaient détachés. L'amas de débris qui l'avait emporté. Sa jambe droite était coincée entre deux rochers, pliée à un angle qui lui souleva l'estomac. Son visage était gris, ses lèvres étaient devenues bleues, mais ses yeux s'ouvrirent quand elle appela son nom. Cla. Le mot sortit, rauque. À peine un murmure. Vous ne devriez pas être là. Elle était déjà à genoux à côté de lui, retirant ses gants, pressant ses doigts sur sa gorge. Son pouls était là, faible, lent, mais là. Sa peau était glacée contre ses doigts. Votre jambe, dit-elle. Je sais. Elle regarda les rochers. L'un était de la taille d'une bassine, l'autre plus petit mais solidement coincé. Elle appuya son épaule contre le plus gros et poussa. Rien. Elle essaya de nouveau, enfonçant ses bottes dans la neige, forçant jusqu'à ce que sa vision se trouble. Le rocher bougea d'1 centimètre. Encore, dit Silas à travers ses dents serrées. Quand je compterai. Elle hocha la tête. 1, 2, 3. Elle poussa de toutes ses forces. Il tira. Un son sortit de lui, bas, animal, terrible. Et puis sa jambe fut libre, traînant dans l'espace. Et le rocher retomba avec un bruit sourd. Clara s'assit sur ses talons, haletante. Son bras tremblait, sa poitrine la brûlait. Pouvez-vous vous lever? Non. Elle regarda sa jambe. Même à travers la toile épaisse de son pantalon, elle pouvait voir qu'elle n'était pas droite, l'angle anormal sous le genou, le tissu s'assombrissant de sang. Je vais devoir vous traîner. Clara, je vais devoir vous traîner, répéta-t-elle. Elle se mit derrière lui, passa ses bras sous ses épaules et tira. Les premiers mètres furent les plus durs, brisant la neige croûtée, trouvant un rythme. Silas ne fit aucun bruit, mais elle sentit son corps se raidir à chaque secousse, sa respiration courte et saccadée. 400 mètres. Elle s'arrêta 2 fois pour reprendre son souffle, ses poumons en feu, ses jambes menaçant de lâcher. Le froid avait engourdi ses doigts, son visage, mais la sueur coulait dans son dos sous son manteau. Quand ils atteignirent la cabane, près de 2 heures s'étaient écoulées. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'est, le gris se mêlant au noir. Les jambes de Clara lâchèrent sur le seuil. Elle s'agenouilla là, dans l'embrasure de la porte, Silas à moitié traîné sur ses genoux. Tout son corps tremblait. Le feu s'était éteint. La cabane était froide. Elle le laissa près du poêle et ralluma le feu avec des doigts engourdis. Du petit bois, des bûches plus petites, puis les plus grosses une fois les flammes prises. Puis elle retourna vers lui. Sa jambe était mal en point. Elle le savait avant de couper le pantalon, avant de voir l'os blanc pressé contre la peau sous le genou. Pas une fracture ouverte, mais une fracture. La chair déjà enflée, violette et chaude. Elle avait besoin d'attelle, de bandages, de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Elle n'avait rien de tout cela. Elle n'avait qu'elle-même. Les heures suivantes se confondirent. Elle trouva des branches droites dans le tas de bois, les coupa à la bonne longueur avec la hachette, ses mains glissant sur le manche. Elle avait 2 robes dans sa valise, la grise en laine pour tous les jours, celle en calicot pour les dimanches.
Elle déchira la robe en calicot en lanière et attacha fermement les attelles à sa jambe, essayant de maintenir les os alignés, essayant de ne pas entendre les bruits qu'il faisait pendant qu'elle travaillait. Elle lui donna du laudanum de la bouteille dans l'armoire. Juste un peu, juste assez. Quand ce fut fait, elle s'assit sur le sol à côté de lui, le dos contre le mur, et se laissa trembler. Les semaines qui suivirent creusèrent de nouvelles raids sur leurs deux visages. Silas ne pouvait pas se tenir debout, ne pouvait pas marcher, pouvait à peine s'asseoir sans que la douleur ne rende son visage gris. Pour la première fois en 12 ans, il dut laisser quelqu'un d'autre tout faire. Lui apporter de l'eau, lui donner du bouillon, l'aider avec le pot en étain qu'elle avait trouvé au fond de l'armoire pour les fois où il ne pouvait pas sortir. Il détestait ça. Elle le voyait dans chaque ligne de son corps, chaque mot sec. Les premiers jours, il lui parlait sèchement, constamment. Je peux le faire moi-même. Non, vous ne pouvez pas. Laissez-moi tranquille. Non. Elle ne discutait pas. Elle n'expliquait pas. Elle revenait simplement avec le bouillon, avec l'eau, avec des bandages propres et le thé amer qu'elle avait préparé avec de l'écorce de saule pour aider à réduire l'enflure. La deuxième semaine, les remarques acerbes cessèrent. La troisième semaine, il commença à dire merci. C'est vers la fin de cette troisième semaine que Clara se réveilla dans le noir, au son de ses mouvements sur le lit. Elle lui avait donné sa chambre, plus facile que d'essayer de le faire monter à l'échelle, et avait pris l'habitude de dormir sur une paillasse près du feu, assez près pour l'entendre s'il avait besoin de quelque chose la nuit. Elle alla vers lui sans allumer la lampe. Le feu s'était réduit à des braises, projetant juste assez de lueur pour voir. Il était réveillé, le visage crispé par la douleur, sa main agrippant le bord de la couverture. « Ça fait mal, dit-il. Juste ça. » Elle s'assit sur la chaise à côté de lui. Sans réfléchir, elle tendit la main et prit la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, rugueux, calleux, froids. Elle ne lâcha pas. Quelque temps plus tard, elle ne saurait dire combien, elle sentit sa tête s'alourdir. Elle essaya de rester éveillée, de veiller, mais la chaleur de la pièce et l'épuisement des dernières semaines la tiraient vers le sommeil. Ses yeux se fermèrent. Quand Silas se réveilla avant l'aube, elle était toujours là, endormie sur la chaise, sa tête penchée en avant, sa main toujours enroulée autour de la sienne. Il resta dans la pénombre, la regardant respirer. Les braises projetaient des ombres rouges sur son visage, adoucissant les lignes de fatigue, les cernes sous ses yeux. Elle avait perdu du poids ces dernières semaines. Ses joues étaient plus creusées qu'avant, ses poignets plus fins là où ils sortaient de ses manches. Elle avait tout porté, le bois, l'eau, la cuisine, le nettoyage et lui. Sa poitrine lui faisait mal, pas à cause de la jambe. Cette douleur était devenue familière, presque une compagne. C'était quelque chose de plus profond. Si elle partait. La pensée surgit sans y être invitée. Si elle partait, que ferait-il? Retourner au silence, à la cabane vide, aux années vides. Il ne pouvait pas. Il le savait maintenant. Il ne lâcha pas sa main. 8 semaines après l'accident. Silas pouvait se tenir debout avec la canne qu'elle avait taillée dans une branche de chêne. Marcher était encore lent, encore douloureux, mais possible. Il passait ses journées près de la fenêtre, regardant la neige, attendant que son corps se ressoude. C'est à la fin de février qu'ils entendirent les chevaux. Clara était près du poêle, remuant la soupe. Silas était dans le fauteuil près du feu, sa jambe dans l'attelle posée sur le tabouret. Le son venait de loin, des bruits de sabots étouffés par la neige, mais indubitables. Plus d'un cavalier. Il montait le sentier. La main de Silas alla à sa hanche, là où son couteau était habituellement. Il ne trouva rien. Il regarda vers le fusil au-dessus de la porte, à 3 mètres de là. Autant dire à 1 kilomètre. « Clara, dit-il doucement, prenez le fusil. » Clara traversa la pièce et décrocha la Winchester de ses supports. Elle la lui apporta sans hésitation, ses mains stables. Les siennes ne l'éteignent pas. Silas dut appuyer la crosse contre sa cuisse pour empêcher le canon de trembler. Ses doigts semblaient faibles, inutiles. 8 semaines plus tôt, il aurait pu tenir ce fusil d'une seule main. Maintenant, il ne pouvait pas le maintenir à niveau plus de quelques secondes. 3 cavaliers émergèrent de la lisière des arbres. Ils s'arrêtèrent à 20 mètres du porche, assez près pour voir clairement, assez loin pour rester hors de portée facile. L'homme de tête portait un chapeau melon et un manteau de laine trop élégant pour ces montagnes.
Une chaîne de montre en or brillait sur son gilet. Les deux autres restaient en retrait, des hommes du coin à en juger par leur apparence, des hommes de main. Monsieur Cade, l'homme au chapeau melon, descendit de son cheval, ses bottes craquant dans la neige alors qu'il approchait. Harlan Crane, de la compagnie de chemin de fer Northern Pacific. Je crois que vous avez reçu notre lettre l'automne dernier. Silas se souvint de la lettre, il l'avait brûlée sans lire au-delà du premier paragraphe. Je ne vends pas. Crane sourit. Toutes ses dents dehors, aucune chaleur. Je crains que ce ne soit pas si simple. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un document plié. Du papier épais, d'aspect officiel, scellé à la cire rouge. Le gouvernement territorial a autorisé la compagnie de chemin de fer à acquérir des droits de passage pour la nouvelle ligne secondaire. Votre propriété se trouve directement sur le tracé proposé. J'ai des papiers, des actes enregistrés au comté. En effet, Crane déplia le document, fit mine de l'étudier. Mais les registres du comté peuvent être compliqués, surtout pour les parcelles acquises pendant la période de colonisation. Surtout pour les hommes vivant seuls, sans héritiers légaux ou... Ses yeux se tournèrent vers la cabane, vers Clara debout sur le seuil, sans liens familiaux légitimes. La prise de Silas se resserra sur le fusil. Le canon trembla. Il vit Crane le remarquer, vit la lueur de mépris dans les yeux de l'homme. « Sortez de ma terre, Monsieur Cade. » Crane rangea le document dans son manteau. « Je comprends que ce soit difficile, mais la loi est la loi. Si vous ne pouvez pas produire de documents en règle, acte, arpentage, preuve d'habitation continue, le gouvernement a tout à fait le droit de récupérer cette parcelle pour un usage public. » Il s'approcha. Ses yeux parcoururent Silas, la canne appuyée contre le fauteuil, la jambe dans la telle, le tremblement de ses mains. Vous êtes ici seul depuis 12 ans. Pas de femme, pas d'enfant, personne pour vérifier votre revendication. Il fit une pause et ce sourire s'élargit. Aux yeux de la loi, vous n'êtes guère plus qu'un squatteur. Le mot frappa Silas comme un coup de poing à la poitrine. Squatteur, 12 ans. 12 ans qu'il s'était cassé le dos sur cette terre. Construit la cabane de ses propres mains, enterré sa femme dans la parcelle derrière la remise. Et cet homme aux mains douces de la compagnie de chemin de fer l'appelait un squatteur. Il essaya de se lever. Sa mauvaise jambe flancha. La canne glissa. Il chercha à s'agripper au cadre de la fenêtre, le manqua, et tomba lourdement. Ses genoux heurtèrent le sol, le fusil lui échappant des mains avec un bruit métallique. Tout son corps bascula en avant jusqu'à ce que sa paume frappe les planches rugueuses. Une douleur fulgurante remonta le long de sa cuisse, blanche, brûlante, aveuglante. Il s'entendit émettre un son, un grognement, animal et honteux. Et puis il était à quatre pattes dans sa propre cabane, haletant, tandis que Harlan Crane observait depuis le seuil avec ce même sourire mince. « Peut-être, dit Crane, devriez-vous vous asseoir, Monsieur Cade. » Les mots restèrent en suspens. Silas ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas lever les yeux. Ses bras tremblaient sous l'effort de se maintenir au-dessus du sol. Et il pouvait sentir la chaleur se répandre sur son visage. Honte, rage, humiliation, tout s'en mêlait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les distinguer. 12 ans qu'il avait survécu ici. Tempête, blessure, une solitude qui le rongeait comme de la pourriture. Et maintenant, il était à quatre pattes comme un chien pendant qu'un homme de la compagnie de chemin de fer le regardait avec mépris. Il essaya de se relever. Ses bras lâchèrent. Il retomba, la poitrine heurtant le sol cette fois. L'impact chassa l'air de ses poumons. La porte derrière lui s'ouvrit. Clara sortit sur le porche. Elle portait toujours son tablier, de la farine poudrant le devant de sa robe. Ses cheveux étaient relevés, quelques mèches flottant autour de son visage. Elle paraissait petite, là, debout, frêle, pas du tout une menace. Mais quelque chose dans ses yeux fit vaciller le sourire de Crane. « Mon mari, dit-elle, se lèvera quand il sera prêt. » Crane cligna des yeux. « Pardon, votre mari? »« Silas Cade, mon mari. » Elle se déplaça pour se tenir au bord du porche, sans descendre dans la neige, sans se replier dans la cabane. Juste là. Présente. Nous nous sommes mariés dans le comté de Hamilton, en Ohio, en septembre de l'année dernière. J'ai le certificat à l'intérieur si vous souhaitez le voir. C'est... Crane se reprit rapidement, mais pas assez vite. Cela devra être vérifié. Bien sûr. La compagnie de chemin de fer exige...
La compagnie de chemin de fer exige une preuve de liens familiaux légitimes. La voix de Clara resta égale, presque agréable. C'est ce que vous avez dit. Eh bien, me voici. Sa femme, son héritière légale. Elle fit une pause. Voulez-vous que j'épelle le nom du juge pour vos dossiers? Derrière elle, Silas avait réussi à poser une main sur le cadre de la fenêtre. Il se hissa, ses jambes hurlant de douleur, sa fierté en lambeaux. Mais il était debout. À peine. Chancelant comme un homme ivre, mais debout. Les yeux de Crane allèrent de l'un à l'autre. L'homme estropié aux mains tremblantes. La femme poudrée de farine qui venait de démolir son argument en 30 secondes. Cela ne change rien, dit-il. Mais sa voix avait perdu son assurance. Nous reviendrons avec les documents de vérification. La compagnie de chemin de fer aura cette tente, Madame Cade, d'une manière ou d'une autre. Alors je vous suggère de trouver un autre moyen. Clara s'avança, se plaçant entre Crane et Silas. Parce que celui-ci est fermé. Les deux hommes de main échangèrent un regard. L'un d'eux attrapait déjà ses rênes. Crane resta là un instant de plus, la mâchoire crispée. Puis il se retourna, monta sur son cheval et redescendit le sentier sans un autre mot. Le bruit des sabots s'estompa. La neige retomba dans le silence. Silas s'appuya contre le cadre de la porte, tout son corps tremblant. Sa jambe lui donnait l'impression d'être pleine de verre brisé. Son visage brûlait au souvenir de lui-même à quatre pattes, pendant que cet homme de la compagnie de chemin de fer regardait. Il ne pouvait pas regarder Clara, ne pouvait pas supporter l'idée de ce qu'elle avait vu. Je vous avais dit de rester à l'intérieur, je vous ai entendu, et je suis resté quand même. Il se força à la regarder alors. La farine sur son tablier, les mèches de cheveux lâches, la détermination de sa mâchoire. Cette femme qui l'avait traîné dans la neige, qui avait immobilisé sa jambe avec des lanières de sa propre robe, qui avait affronté un homme de la compagnie de chemin de fer sans élever la voix. Vous n'aviez pas à faire ça, vous non plus. Elle croisa son regard, il y a 12 ans, mais vous êtes restés, vous aussi. Le vent se leva, emportant la neige du toit. Clara se plaça à ses côtés, glissa son épaule sous son bras sans demander. Son corps était chaud contre le sien, solide. Ils reviendront, dit-il. Je sais. Ils amèneront des avocats, des papiers, des hommes qui savent comment tordre la loi. Je sais. Il resta silencieux un moment. Le poids de son corps pressait contre le sien et elle le soutenait sans se plaindre. Nous devons descendre dans la vallée, dit-il finalement. Trouver le vieux Katie Sars. Il a été témoin de la vente originale. Sa signature est sur l'acte, nous. Il la regarda vraiment. Une expression de surprise passa sur son visage. Ou peut-être quelque chose de plus doux. Elle ne dit rien. Elle l'aida simplement à rentrer, l'installa dans le fauteuil près du feu et alla remettre le fusil au-dessus de la porte. Silas resta assis, fixant les flammes. Ses mains avaient cessé de trembler. La honte était toujours là, enroulée dans ses entrailles comme quelque chose de malade. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 12 ans. Il n'était pas seul. Clara revint avec du café, lui versa une tasse, s'assit en face de lui. Le feu crépitait entre eux. Il y a autre chose, dit-il. Quelque chose que j'aurais dû vous dire avant. Silas leva les yeux. Ce cabinet d'avocat en Ohio, celui où je travaillais avant de me marier. Elle enroula ses mains autour de sa propre tasse, fixant la vapeur. Nous traitions des litiges fonciers, des revendications de propriété, des affaires de chemin de fer. Elle leva les yeux pour croiser les siens. Je sais comment ils fonctionnent et je sais comment les arrêter. Le trajet jusqu'à Copper Creek prit la majeure partie de la matinée. Silas était assis raidement sur sa selle, sa jambe dans l'attelle dépassant à un angle maladroit, la canne attachée dans son dos. Clara montait derrière lui sur le cheval de bas, la sacoche lourde de documents, l'acte de vente original, la carte d'arpentage, le certificat de mariage qu'elle avait apporté de l'Ohio. 8 semaines depuis l'accident. Il pouvait monter à cheval maintenant, à peine, mais chaque secousse lui lançait une douleur dans la cuisse. Le froid n'aidait pas. Mars était arrivé, glacial, le genre de froid qui s'installe dans les os et y reste. Le vieux Katie Sars les rejoignit à l'entrée de la ville. Son visage buriné était sombre sous le bord de son chapeau, et il se joignit à eux sans les saluer. Ils n'ont pas chômé, dit-il. La compagnie de chemin de fer a déposé une plainte il y a 3 jours.
L'audience est prévue pour cet après-midi. La mâchoire de Silas se crispa. Si vite. La compagnie de chemin de fer a le juge Brennan dans sa poche. Ils ont fait passer ça plus vite que tout ce que j'ai vu. Katie cracha dans la boue. La moitié de la ville aussi. Ils promettent des emplois, du commerce, du progrès. Il secoua la tête. Les gens oublient ce que coûte le progrès quand ils ont assez faim. Le palais de justice était un bâtiment en briques de 2 étages sur la rue principale, ses fenêtres reflétant le ciel pâle. Silas n'était pas entré dans un bâtiment de cette taille depuis 12 ans. L'odeur le frappa d'abord. Des corps, du tabac et de l'encre. Le poids de la présence humaine qui l'oppressait de toutes parts. Sa poitrine se serra. Ses mains trouvèrent la canne et la serrèrent de fort. Clara lui toucha le bras. Juste un effleurement de doigts. Là, puis partit. Il avança. La salle d'audience était plus petite qu'il ne l'avait imaginé. Des bancs en bois, une estrade pour le juge, une table où Harlan Crane était assis avec 2 hommes en costume de ville, les avocats de la compagnie. Ils levèrent les yeux quand Silas entra, leur regard suivant sa progression hésitante dans l'allée. Derrière eux, contre le mur, se tenaient les 2 hommes de main de la cabane. L'un d'eux, plus jeune que l'autre, avec un visage buriné au-delà de son âge, détourna les yeux quand Silas croisa son regard. Le juge Brennan était un homme au cou épais, avec des favoris gris et des yeux qui ne laissaient rien paraître. Il regarda Silas s'approcher du premier banc, regarda Clara s'asseoir à côté de lui, regarda le vieux Cady s'installer dans la rangée derrière. « Monsieur Cade, la voix de Brennan était plate. Vous êtes ici pour contester la revendication de la compagnie de chemin de fer sur votre propriété. Oui, et vous avez des documents pour étayer votre propriété. » Clara se leva avant que Silas ne puisse répondre. Elle porta la sacoche à l'avant de l'assaut, la posa sur la table et commença à en extraire des documents avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà fait ça. L'acte de vente original, daté de mars 1870, attesté par Katie Sars, et déposé auprès du greffier du comté. Elle le posa à plat. La carte d'arpentage montrant les limites telles qu'enregistrées, et notre certificat de mariage établissant le statut familial légal de M. Cade en date de septembre 1882. Crane se pencha en arrière sur sa chaise, ce mince sourire jouant sur ses lèvres. « Votre honneur, la position de la compagnie de chemin de fer est simple. L'acte de M. Cade n'a jamais été correctement enregistré auprès du Bureau foncier territorial. En vertu des amendements de la loi sur la colonisation de 1879, toute parcelle sans enregistrement fédéral retourne au domaine public. L'acte a été enregistré. » La voix de Clara coupa la sienne. « J'ai vérifié les registres du comté ce matin. Le dépôt est là, daté d'avril 1870, avec le tampon et la signature du greffier. Un dépôt de comté n'est pas un dépôt fédéral, madame. Non, mais il établit une revendication antérieure. » Elle sortit un autre document du sac. Ceci est une copie de l'enregistrement fédéral obtenu par télégraphe du bureau de Helena plus tôt cette semaine. La propriété de M. Cade a été enregistrée en juin 1873, des mois après le dépôt du comté. Quelque chose vacilla dans les yeux de Crane. Il attrapa le document, le parcourut, et son sourire s'effaça. Cela pourrait être un faux. Ça pourrait. Clara ne bougea pas. Mais cela correspond au registre de Helena. Exactement. Le greffier là-bas a eu la gentillesse de le confirmer par fil. Brennan se pencha en avant. « Monsieur Crane, avez-vous des preuves que ce document est falsifié? » La bouche de Crane s'ouvrit, se referma. Un de ses avocats lui murmura quelque chose à l'oreille. « Nous aurions besoin de temps pour vérifier. Vous avez eu 3 mois depuis votre première visite à la propriété de M. Cade. » La voix de Clara resta égale. Cela semble être un temps suffisant pour vérifier les registres fédéraux. Elle fit une pause, à moins que la compagnie de chemin de fer ne s'attende pas à en trouver. La salle devint silencieuse. Silas observait le visage de Crane. L'homme transpirait maintenant, une fine pellicule sur son front, bien que la pièce ne soit pas chaude. Ses yeux allaient de ses avocats au juge, aux documents dans ses mains. « Votre honneur, dit Crane, la revendication de la compagnie est basée sur... » Basée sur quoi exactement? Clara plongea la main dans la sacoche et en retira un dernier papier. « C'est le document que vous avez présenté à mon mari en février, celui avec le sceau du gouvernement territorial. » Elle le posa sur le banc du juge. Le sceau est à l'encre bleue. Brennan le regarda,
regarda Crane. Les sceaux fédéraux sont imprimés à l'encre rouge depuis 1875. Clara dit, n'importe quel greffier ayant traité des documents gouvernementaux le saurait. Elle se tourna pour faire face directement à Crane. Mais vous ne comptiez pas sur un greffier, n'est-ce pas? Vous comptiez sur un homme seul sur une montagne. Un homme sans famille, sans relation, personne pour vérifier vos papiers. Le visage de Crane était devenu gris. Votre honneur, c'est... Elle déforme les choses. Elle pose une question. La voix de Brennan avait changé, plus dure maintenant. D'où vient ce document, Monsieur Crane? Le silence s'étira. Salas le vit se produire. Vit le moment où tout bascula. Le jeune homme de main contre le mur avait fixé le sol, la mâchoire crispée, les mains serrées sur ses côtés. Maintenant, il leva les yeux. Son regard trouva Silas, la canne, la jambe dans la telle, les rides de douleur autour de sa bouche. Et quelque chose sur son visage se brisa. Il s'avança. Votre honneur. Toutes les têtes se tournèrent. Les mains de l'homme tremblaient. Il s'agrippa au dossier du banc devant lui, les jointures blanches. Je m'appelle Tom Garvey. Je travaille pour Monsieur Crane. Depuis environ 4 mois. Il déglutit difficilement. Il m'a payé pour aller au bureau territorial le mois dernier. Il m'a donné un sceau qu'il disait être à des fins administratives. Il m'a dit de tamponner des papiers. Crane était sur ses pieds. Votre honneur, cet homme est un employé mécontent. Je ne mens pas. La voix de Garvey se brisa, mais il continua. J'ai 3 enfants, et Crane payait bien, mais je ne peux pas. Il s'arrêta, regarda à nouveau Silas. Mon père exploitait une concession près de Helena. Il l'a perdue au profit de la compagnie de chemin et de ferme quand j'avais 12 ans. Le même genre de papier, le même genre de promesse. Sa voix se raffermit. Je ne peux pas rester là et regarder ça se reproduire. La salle d'audience explosa. Brennan martela son maillet. Crane criait sur ses avocats. L'autre homme de main s'était glissé vers la porte, essayant de disparaître. Silas resta figé, ses mains enroulées autour de la poignée de sa canne. Le monde s'était réduit au son du maillet, au chaos des voix, et à Clara, debout au milieu de tout ça. Elle avait tendu le piège, mais Garvey l'avait déclenché. Un homme avec 3 enfants et une conscience qu'il ne pouvait pas tout à fait tuer. Brennan ramena le calme dans la salle. Son visage était rouge, sa voix tranchante. Monsieur Crane, j'ordonne une enquête complète sur les pratiques de dépôt de la compagnie de chemin de fer dans ce territoire. Jusqu'à ce que cette enquête soit terminée, toutes les revendications en cours sont suspendues. Il se tourna vers Silas. Monsieur Cade, votre propriété reste en votre possession. L'audience est levée. Le maillet tomba. Crane rassembla ses papiers avec des mains tremblantes, bouscula ses avocats et sortit par la porte sans regarder en arrière. On dit qu'il ne s'arrêta de chevaucher qu'après avoir franchi la frontière du comté. Silas ne se souvint pas de s'être levé, ne se souvint pas d'être sorti du palais de justice ou de l'air froid qui lui frappa le visage dans la rue. Il était conscient de Clara à ses côtés, sa main sur son bras, et du vieux Katie disant quelque chose sur le fait que c'était un jour mémorable. Il ne voulait pas de célébration. Il ne voulait rien d'autre que d'être de retour sur la montagne, dans la cabane, loin de tous ces gens. Clara sembla comprendre. Elle l'aida à monter à cheval, le stabilisa, et ils quittèrent la ville sans regarder en arrière. Le chemin du retour semblait plus long que ce matin-là. Le soleil descendait vers la crête au moment où la cabane apparut. Silas arrêta son cheval à l'orée de la clairière. « Vous saviez, dit-il. » Clara emmena son cheval à côté du sien. « Je me doutais pour le saut, oui. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? » Elle resta silencieuse un moment, les yeux sur la cabane. « Parce que vous aviez besoin de le voir se produire. Vous aviez besoin d'être dans cette salle et de regarder quelqu'un d'autre se battre pour vous. » Elle se tourna pour le regarder. « Vous avez été seul si longtemps, Silas. Vous avez oublié à quoi ça ressemble quand quelqu'un est de votre côté. » Ils n'avaient pas de réponse à cela. Ils parcoururent la dernière distance en silence. La cabane attendait, patiente comme toujours. Mais quelque chose était différent maintenant. Ils pouvaient le sentir dans l'air. Clara descendit la première, puis vint l'aider. Ses jambes hurlèrent quand sa botte toucha le sol, mais son épaule était là, solide sous son bras. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte. À l'intérieur, la cabane était froide. Clara alla allumer le feu tandis que Silas se laissait tomber dans le fauteuil près du poêle. Tout son corps lui faisait mal.
le trajet, la tension, les heures à passer assis, rigides, dans cette salle d'audience. Mais sous la douleur, autre chose. Le feu prit. La lumière grimpa le long des murs. Clara s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. Vous ne m'avez jamais dit, dit-il, pour le cabinet d'avocat, pour tout ça. Vous n'avez jamais demandé. Je demande maintenant. Elle croisa son regard, le soutint. 5 ans, dit-elle. C'est le temps que j'y ai travaillé. J'ai commencé à 19 ans, à copier des documents, à classer des papiers. Quand je suis parti, je traitais des cas toute seule. Litiges fonciers, revendications de propriété, violation de contrat. Pourquoi êtes-vous parti? Je me suis marié. Sa voix était plate. Mon mari ne pensait pas qu'il était convenable pour une femme de travailler. Alors j'ai arrêté. Et quand il est mort, à ce moment-là, j'avais oublié comment être autre chose qu'une ombre. Elle regarda le feu. C'est ce que je cherchais quand j'ai répondu à votre annonce. Pas un mari, pas un foyer, juste un endroit pour me souvenir de qui j'étais. Silas resta silencieux un long moment. Et maintenant, Clara leva les yeux pour croiser les siens. La lumière du feu capta quelque chose en eux. Pas des larmes, mais quelque chose de proche. Quelque chose qui attendait depuis longtemps d'être vu. Maintenant, dit-elle lentement, je pense que je suis peut-être quelqu'un de nouveau. Avril arriva doucement sur la montagne. Clara se réveilla au son de l'eau. Pas le goutte-à-goutte familier de la glace fondant des avantoirs, mais quelque chose de plus profond, un courant, un murmure, le ruisseau en contrebas de la cabane, libéré de son silence hivernal, retrouvait sa voix. Elle resta immobile un instant, écoutant. La lumière à travers la fenêtre était différente aussi, plus chaude, le gris de l'hiver cédant la place à quelque chose de doré. De la pièce principale venait l'odeur du café et autre chose, du bacon. La graisse crépitait et sifflait dans une poêle. Silas cuisinait. Elle le trouva près du poêle, son poids sur sa bonne jambe, la canne appuyée contre le mur à portée de main. Il n'en avait plus autant besoin maintenant. La telle avait été retirée il y a 2 semaines, et bien qu'il boite encore, sa claudication diminuait de jour en jour. Le bacon était légèrement brûlé sur les bords, les œufs un peu coulants, mais il avait essayé. « Vous êtes levé tôt, dit-elle. Je n'arrivais pas à dormir. » Il ne se retourna pas. Le ruisseau m'a réveillé. Elle s'approcha de la fenêtre. Le monde extérieur s'était transformé. La neige s'accrochait encore aux plus hautes crêtes, mais partout ailleurs, c'était brun, vert et humide. La terre émergeait dessous sa couverture blanche. « Le printemps, dit-elle. On dirait bien. » Ils mangèrent à la table, la nappe de sa mère étendue entre eux comme chaque matin depuis 6 mois. Le bacon était croustillant là où il n'était pas brûlé. Les œufs chauds. De petites choses, le genre de choses qu'une personne apprend sans demander. Après le petit déjeuner, Silas sortit pour vérifier la clôture. Clara le regarda partir, sa silhouette se déplaçant lentement mais sûrement sur la pente. Il avait perdu la posture voûtée de l'hiver, la démarche prudente. Il se déplaçait maintenant comme un homme qui s'attend à revenir. Elle passa la matinée à nettoyer, pas parce que la cabane en avait besoin. Ils l'avaient gardée propre tout l'hiver, travaillant tous les deux dans leur silence, mais parce que ses mains avaient besoin de quelque chose à faire. Une agitation s'était accumulée en elle depuis des jours, une pression dans sa poitrine qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose approchait. Elle pouvait le sentir, comme elle avait appris à sentir le temps sur cette montagne. Silas revint à midi, ses bottes boueuses du Dégel, son visage rouge de la montée. Il s'assit pour le déjeuner qu'elle avait préparé. Viande froide, pain, les dernières pommes conservées. Il mangea en silence, mais ses yeux n'arrêtaient pas de croiser les siens par-dessus la table. L'après-midi s'étira, long et doré. Clara raccommoda une déchirure dans le rideau qu'elle avait accroché le mois dernier, du coton blanc avec une bordure bleue, acheté lors de leur dernier voyage en ville. Silas était assis près du feu avec un morceau de bois et son couteau, sculptant quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Les ombres s'allongèrent, le soleil descendit vers la crête. « Marchez avec moi. » Elle leva les yeux. Il se tenait près de la porte, la sculpture dans sa poche, la canne à la main. « Votre jambe, ça va. » Il tendit son autre main. « Marchez avec moi. » Ils sortirent sur le porche. L'air était frais mais pas froid, portant l'odeur de la terre humide et de la nouvelle croissance.
Le ciel avait pris la couleur des pêches, rose et or, et s'assombrissait de pourpre le long de la crête est. Silas la conduisit aux deux chaises sur le porche, celles où ils ne s'étaient jamais assis ensemble pour une seule fois en tous ces mois. Il se laissa tomber dans l'une, posa sa canne contre la balustrade et attendit. Clara s'assit à côté de lui. La vallée s'étendait en dessous, à moitié blanche, à moitié brune, le ruisseau un fil d'argent serpentant à travers les arbres. Au loin, les sommets des plus hautes montagnes captaient la dernière lumière. 12 ans, dit Silas. Clara ne répondit pas. Elle regarda la lumière changer, sentit l'air frais sur son visage. 12 ans que je suis assis ici, seul, à regarder les saisons, à me dire que c'était suffisant. Il fit une pause. À me dire qu'un homme n'avait pas besoin de plus que ça. Un toit, un feu, une terre qui était à lui. Un oiseau chanta quelque part dans les arbres en contrebas. Un autre répondit. J'avais tort, les mains de Clara reposaient immobiles sur ses genoux. Elle pouvait le sentir à côté d'elle. La chaleur de son corps, le rythme de sa respiration. J'ai passé 12 ans à croire qu'être seul, c'était être fort. Sa voix sortit, rauque, les mots lui coûtant. En fait, j'avais juste peur. Peur de perdre quelqu'un à nouveau. Peur d'être... Il s'arrêta. Sa mâchoire se crispa. D'être quoi? Faible. Le mot sortit comme quelque chose de brisé. Comme j'étais sur le sol de ce tribunal, à genoux, pendant que cet homme de la compagnie de chemin de fer regardait, ses mains agrippèrent les accoudoirs de la chaise. C'est de ça que j'avais peur tout ce temps. Pas de perdre quelqu'un, de me perdre moi-même. Le soleil glissa sous la crête, le ciel s'assombrit en pourpre. Vous vous êtes relevé, dit Clara doucement. Ce jour-là, vous vous êtes relevé parce que vous étiez là. Il se tourna pour la regarder dans la lumière déclinante. Ses yeux étaient open. C'est ce que j'essaie de dire. J'ai passé 12 ans à penser que j'étais fort parce que j'étais seul. Mais je n'étais pas fort, j'avais juste peur. Il plongea la main dans sa poche, en sortit la sculpture. Un oiseau, petit, pas plus grand que sa paume, avec des ailes délicates et un bec courbé. Un merle bleu des montagnes, le premier signe du printemps sur cette montagne. Je n'ai plus peur, il la lui tendit. Sa main était stable. Clara prit de la sculpture. Le bois était lisse sous ses doigts, adouci par des heures de travail. Elle le retourna, sentant son poids, le soin apporté à chaque ligne. Je n'ai pas de bague. Salas dit qu'il en avait une autre fois. Il l'a enterrée avec elle. Je ne vous demande pas de la remplacer, ni d'être autre chose que ce que vous êtes. Les premières étoiles apparurent au-dessus, faibles, timides. Je vous demande de rester. Clara regarda l'oiseau dans ses mains, les montagnes s'assombrissant contre le ciel. Cet homme qui avait passé 12 ans à construire des murs et qui les laissait maintenant tomber. Je suis resté, dit-elle. Depuis la première nuit, j'ai gardé l'eau chaude, attendant que vous rentriez à la maison. Son souffle se coupa, un petit son. Elle tendit la main et prit de la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, rugueux, calleux, chauds. La main d'un homme qui avait construit une vie seule et qui choisissait maintenant de la partager. Ils restèrent assis là alors que les étoiles apparaissaient. L'air se refroidit, mais aucun d'eux ne bougea. Le ruisseau murmurait en contrebas, et le vent agitait les pins. Quelque part, un hibou lança sa question à la nuit. Clara pensa au quai de la gare en Ohio, à la valise au fermoir cassé, à la photographie d'un homme qui paraissait plus âgé et plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Elle pensa à la cabane, la première nuit, au lit froid, au nom murmuré dans le sommeil. Elle pensa au café réchauffé 3 fois, au tas de bois réarrangé, aux pieds de chaises réparées sans un mot. Toutes les petites choses, le langage qu'ils avaient appris ensemble. La cabane, dit enfin Silas, elle n'est plus seulement à moi. Non, elle est à nous. Le mot flotta entre eux, un si petit mot. Un tel poids, oui, dit Clara, elle est à nous. Il ne l'embrassa pas, ne fit aucun grand geste. Il resta simplement assis là, lui tenant la main dans le noir, tandis que le vent du printemps soufflait des montagnes et que les étoiles tournaient au-dessus. Demain, il y aurait du travail. Le jardin à planter, la clôture à finir de réparer, la longue liste de terres qui font tourner une ferme. Mais ce soir, il y avait juste ça. 2 personnes sur un porche, un oiseau sculpté, une main tenue dans le noir. Le vent changea, apportant l'odeur de la neige des hauts sommets et autre chose,
quelque chose de vert et de croissant, la promesse de ce qui allait venir. Clara appuya sa tête contre son épaule, le sentit se raidir, puis se détendre, sentit sa joue se poser contre ses cheveux. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le froid les pousse à rentrer. La cabane était chaude, le feu brûlait encore. La table était toujours couverte de la nappe de sa mère. Un foyer, pas celui qu'elle avait quitté, pas celui qu'elle avait perdu. Quelque chose de nouveau, quelque chose construit de silence, de petite gentillesse, de deux personnes apprenant à partager un espace. Elle ne lâcha sa main que le temps de couvrir le feu. Quand elle se retourna, il la regardait, de la même manière qu'il l'avait regardée ce premier jour à la gare, mais différemment maintenant. Bonne nuit, dit-elle. Bonne nuit. Elle alla dans sa chambre, la chambre qui avait été celle de sa femme, qui avait été vide pendant 12 ans, qui était devenue la sienne. Mais sur le seuil, elle s'arrêta. Silas, il leva les yeux. Demain, le café, je le ferai. Le coin de sa bouche se souleva. La chose la plus proche d'un sourire qu'elle ait jamais vu de sa part. Je sais, dit-il, j'attendrai. Il y a un calme qui s'installe après une histoire comme celle-ci. Pas le silence exactement. Quelque chose de plus doux. Le genre de quiétude qui vient quand on a marché aux côtés de deux personnes qui ont finalement cessé de se fuir. Beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que de construire des murs, de se convaincre que n'avoir besoin de personne est la même chose qu'être fort. Certaines d'entre nous ont été celui qui attendait près de la fenêtre, gardant le café au chaud, se demandant si quelqu'un remarque les petites choses que nous faisons sans qu'on nous le demande. Et peut-être vous êtes-vous assis en face de quelqu'un dans votre propre cuisine, dans votre propre silence, et avez senti cette distance prudente commencer à se réduire. Pas d'un seul coup, juste par morceaux. Une chaise réparée, un tas de bois réempilé, une main tendue dans le noir. Ce n'est pas grave si cette histoire a remué quelque chose que vous pensiez avoir mis de côté. Ce n'est pas grave si vous portez votre propre version d'une cabane sur une montagne, ou un nom que vous murmurez encore quand personne n'écoute. Ces choses n'ont pas besoin d'être résolues ce soir. Elles ont le droit de simplement reposer. Certains amours arrivent tard, d'autres arrivent discrètement, et d'autres encore se présentent comme des arrangements, des nécessités, jusqu'à ce qu'un matin, vous réalisiez que vous avez construit un foyer sans le savoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute.